Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la flambée des prix de l'énergie. Je suis Jean Évin, donc conseil environnement à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis accompagné par Opéra Énergie, représenté par Julien Tédé. Bonjour. Également présent avec nous Lara Tigranov qui va nous aider dans ce webinaire, notamment pour l'interface avec les auditeurs. Bonjour à tous. Vous voyez un petit logo en haut à droite de votre écran qui est celui de l'ADEME, qui est qui finance en partie notre action au travers d'une opération qui s'appelle Optime Énergie. Concrètement, c'est la traduction des engagements du législateur sur le développement durable, où nous sommes en quelque sorte le bras armé auprès des entreprises. Ça se traduit par donc un financement partiel, et je vous en reparlerai, d'accompagnement sur l'énergie auprès des entreprises de toute la région. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire, assez brûlant. L'énergie ayant pris, on va dire, dans l'actualité une certaine importance et va continuer de la prendre. On a été sollicité par de nombreuses entreprises sur leurs interrogations par rapport à l'évolution de ces prix. On estime également qu'il est un petit peu notre devoir d'informer les entreprises qui ne seraient pas encore conscientes des répercussions de ces prix sur leur facturation. L'idée globalement est de vous donner quelques clés pour comprendre ce qui se passe, éventuellement voir quels sont les outils, les parades que vous pouvez mettre en place. Plus globalement encore, vous déterminez un petit peu quel changement d'attitude il faut avoir par rapport à vos habitudes d'achat ou non d'habitude d'ailleurs, d'achat d'énergie. Nous nous sommes tournés très naturellement vers un spécialiste du marché de l'énergie local en la présence donc d'Opéra Énergie, monsieur Julien Tédé, qui est cofondateur, je ne me trompe pas, de cette structure. C'est bien ça. Je vous laisse présenter peut-être en deux mots Opéra Énergie. Oui, Opéra Énergie, nous sommes un courtier en énergie, c'est-à-dire que notre métier est d'accompagner les entreprises de toute taille, du petit professionnel jusqu'au très grand compte, de les accompagner dans leur achat de gaz naturel et d'électricité. On est une société encore jeune parce qu'on va bientôt fêter nos 8 ans. On est à peu près 120 collaborateurs. On est basé à Lyon, mais on est actif sur toute la France. Et donc, je suis un des cofondateurs et le directeur général d'Opéra Énergie. Quelques modalités pratiques, rappel de modalités sur les webinaires. Afin de fluidifier l'échange, vos micros sont éteints et nous vous invitons à poser vos questions sur le chat et nous regrouperons ces questions par thématique et nous les traiterons au bout de la demi-heure de présentation. On aura un petit temps d'échange exprès. Sachez que le webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver sur le site de la CCIR, celui de la CCI Lyon Métropole, le lien vers la chaîne YouTube sur le replay de ce webinaire. Vous aurez également le support qui vous sera fourni à la fin du webinaire, qui vous sera envoyé par mail automatiquement. Pensez également, et je vous le rappellerai à la fin du webinaire, nous avons un petit questionnaire de satisfaction, une fenêtre qui s'ouvre juste à la clôture du webinaire. Pensez bien, s'il vous plaît, à répondre à ces quelques questions. Je vais laisser Monsieur Tédé nous présenter le plan d'intervention, vous expliquer donc de quelle manière
on traite ce sujet aujourd'hui sur la flambée des prix de l'énergie. Merci beaucoup Jean, merci beaucoup Lara et merci beaucoup la CCI de nous donner l'occasion de présenter ce sujet. Nous avons donc 30 minutes ensemble. Le plan d'intervention va être le suivant. Déjà, on va répondre à une question qui est peut-être contre-intuitive pour certains d'entre vous. C'est pourquoi, alors qu'on a de l'électricité qui est globalement nucléaire, pourquoi le prix marché de l'électricité dépend de celui du gaz en France. Ensuite, on reviendra, évidemment, difficile de ne pas en parler, sur la crise actuelle que connaît le secteur. Donc, d'où vient cette crise des prix du gaz et de l'électricité et quelles sont, si on peut en tirer, quelles sont les perspectives qu'on peut imaginer. On parlera ensuite sur le budget énergie des entreprises et en particulier sur un sujet dont vous avez peut-être entendu parler depuis le début de l'année, qui est l'écrêtement ARENH. Alors, si vous ne comprenez pas ce que c'est, le but du jeu, c'est qu'après notre intervention, vous ayez des idées claires sur ce qu'est l'écrêtement ARENH. Et enfin, dernier point, mais pas le moins important, que peut-on faire? Donc, nous avons listé quelques solutions pour faire face à cette crise actuelle. Et comme l'avait dit Jean, à la fin, nous aurons une séquence de questions-réponses. Donc, premier sujet, formation des prix de gros de l'électricité. Répondre à cette question, pourquoi en France, alors qu'on a de l'électricité qui est nucléaire aux 3/4 et plus de 90% décarbonée, pourquoi est-ce qu'on dit que le prix de gros de l'électricité dépend du prix du gaz? Et pourquoi donc, alors que la crise fait exploser les prix du gaz, eh bien pourquoi ça fait aussi exploser les prix de l'électricité? Eh bien, pour répondre à ça, il faut revenir sur la formation des prix de gros de l'électricité. Et pour comprendre la formation des prix de gros de l'électricité, il faut revenir sur comment est-ce qu'on produit de l'électricité. Donc, schématiquement, vous avez sous les yeux tous les moyens de production d'électricité en France, éolien, barrage hydraulique au fil de l'eau, centrales nucléaires, centrales charbon. CCGT, c'est les centrales à gaz. Eh bien, en France, on ne lance pas ces moyens de production n'importe comment, on les lance par ordre de préséance économique. C'est-à-dire qu'on va regarder quel est leur coût marginal de production, c'est-à-dire quel est leur coût variable de production, combien ça coûte juste de produire 1 MWh, globalement le coût du combustible. Et une fois qu'on a classé tous ces moyens de production, chaque heure, on va mettre en face eh bien, la demande. Donc, pour une heure donnée, on a une certaine demande d'électricité. Or, vous le savez, l'électricité ne se stocke pas. Donc, il faut qu'à chaque heure, il y ait autant de production que de consommation. Et donc, pour cette heure donnée, schématiquement, on voit que le moyen qu'il faut lancer en dernier, la centrale qu'il faut lancer en dernier, c'est une centrale à gaz. Ça, c'est ce qui se passe à peu près 80% du temps sur le réseau français. C'est-à-dire qu'en France, même si on a les 3/4 de notre électricité qui est nucléaire, 80% du temps, le nucléaire, l'éolien, le solaire, etc., en tout cas les moyens décarbonés, ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. Donc 80% du temps, il faut lancer une centrale à gaz ou une centrale à charbon. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est le producteur de la centrale à gaz qui décide du prix de gros. En effet, si jamais le prix de l'électricité est inférieur à son coût marginal, à son coût variable, c'est-à-dire si jamais il perd de l'argent en produisant de l'électricité, eh bien, il ne démarrera pas sa centrale. Donc, à ce moment, il faut que le prix de l'électricité couvre au moins son coût de production. Or, des prix de gros de l'électricité, il n'y en a pas plusieurs, il y en a un seul. Donc, à cette heure donnée, le prix de l'électricité, qui est seul, qui est unique, il est créé par le coût de fonctionnement de la centrale à gaz. Et ça, même si c'est une petite puissance, eh bien 80% du temps, en France, c'est les centrales à gaz qui forment le prix de gros de l'électricité. Ça, on peut le voir, on voit un impact de ce mode de formation des prix. Si on regarde l'évolution, donc ça c'est l'évolution entre 2018 et 2020, des prix de l'électricité et des prix du CO2. Vous savez que le CO2, c'est un des coûts des producteurs de centrales à gaz parce qu'ils doivent rembourser leur émission de CO2, c'est-à-dire qu'ils doivent payer pour chaque tonne de CO2 qu'ils émettent. Et on voit effectivement que graphiquement, en France, sur 2 ans, quand on regarde en rouge l'évolution des prix de gros de l'électricité et en violet l'évolution des prix de gros du CO2, il y a
une corrélation qui est assez flagrante. Et d'ailleurs, schématiquement, vous avez sous les yeux une semaine de consommation d'électricité en France, donc c'est la courbe noire en haut, une semaine de consommation d'électricité au mois de janvier. Et ce graphique montre comment est-ce que la production répond à cette consommation. On voit que le nucléaire fonctionne, ce qu'on appelle en base, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais de fonctionner. Le nucléaire, il a un coût variable qui est très faible, qui est à peu près 10 euros du mégawattheure. Là-dedans, on ne met pas les coûts fixes, des investissements. Juste le coût du combustible, c'est très très faible. Après avoir démarré le nucléaire, on démarre les centrales à gaz, on lance les barrages hydrauliques et on voit que en dernier, ce qu'on appelle les centrales de pointe et qu'on démarre en dernier, ce sont les centrales au fioul. Donc là, il y a eu plusieurs journées de cette semaine de janvier où c'était les centrales au fioul qu'on était obligé de démarrer pour équilibrer le réseau. Et donc, par le mécanisme qu'on vient de voir, c'est le prix du fioul qui a créé le prix de gros de l'électricité. Donc voilà, en France, on a de l'électricité nucléaire. Pourtant, le prix de gros de l'électricité dépend très largement un peu du fioul et surtout en ce moment beaucoup du charbon et du gaz naturel. Ce prérequis va nous permettre de comprendre pourquoi la crise actuelle, qui est surtout une crise du gaz, pourquoi cette crise a un impact aussi fort sur le prix du gaz, ça on le comprend, mais sur le prix de l'électricité en France. La courbe que vous avez sous les yeux, c'est l'historique des prix de gros de l'électricité en France depuis 2001. Et encore, je vais vous faire un aveu, on a coupé la courbe à la fin parce que si on laissait les prix de l'électricité aller jusqu'au niveau où ils sont maintenant, on ne voyait plus rien. C'est-à-dire que le début de la courbe était écrasé. Donc, cette histoire de prix de gros de l'électricité en France, si on la raconte, on voit qu'au début des années 2000, les prix étaient assez bas parce qu'on avait des parcs de production qui étaient très gros, surdimensionnés, beaucoup d'offres, et en même temps, le pétrole n'était pas cher. Donc, maintenant, on comprend qui dit pétrole pas cher, qui dit pétrole pas cher, dit électricité pas chère non plus. Les prix du pétrole ont commencé à monter et donc, dans la foulée des prix du pétrole, les prix de l'électricité se sont envolés jusqu'à atteindre le plus haut historique, qui était à l'époque le plus haut historique, en juillet 2008, avec 93 euros du mégawattheure. En 2008, la crise financière arrive et la crise économique, et on a une chute brutale du prix du pétrole et une chute brutale de la consommation d'électricité d'origine industrielle en France. Donc, c'est ce qui explique cette chute des prix de l'électricité. Et on rentre dans une phase de plusieurs années où on a eu accès à des prix de l'électricité très bas. Ça, c'était parce qu'on avait une faible consommation, encore la crise économique. On avait de l'électricité renouvelable qui ajoutait de la production, qui ajoutait de l'offre dans un marché qui était déjà pas cher. Et ça a été la révolution du gaz de schiste. On s'est mis à trouver des réserves de gaz et donc le prix du gaz a chuté. On a atteint le prix bas de l'électricité au mois d'avril 2016 avec à peu près 25 euros le mégawattheure. Puis la reprise économique a fait que les prix de l'électricité ont globalement remonté. En 2020, on a eu, vous vous rappelez, la crise Covid, la France s'est arrêtée, donc la consommation a chuté et les prix par la même. Et depuis, on a l'envolée des prix du CO2 et l'envolée des prix du gaz et du charbon et du pétrole, mais surtout le gaz, qui justifie le fait que les prix de l'électricité, alors qu'ils avaient connu un plus haut historique depuis 2000 de 93 euros du mégawattheure, et ces prix de l'électricité ont dépassé les 100 voire 200 euros du mégawattheure. En gaz naturel, l'histoire est similaire. Vous avez pareil l'envolée des prix du pétrole à la fin des années 2000, la crise financière, et ensuite qui fait baisser les prix, et ce prix bas du gaz naturel qui est alimenté, cette baisse qui est alimentée par le gaz de schiste. Donc beaucoup de gaz qu'on trouve à un coût de production relativement limité. Et là encore, on a eu une petite hausse des prix du gaz liée à la reprise économique de 2018-2019. Puis la période Covid a poussé les prix du gaz vers le plus bas historique
En avril 2020, le mégawattheure de gaz naturel s'est changé à 12 euros le mégawattheure. Bien entendu, aujourd'hui, on est bien au-delà de ça. On est au-delà de 80 euros du mégawattheure. Là aussi, on n'a pas mis la courbe jusqu'au bout. Et en particulier, on n'a pas affiché la crise en Ukraine parce que sinon, ça mettait une échelle un petit peu trop importante. Je vous propose d'aller un petit peu plus en détail dans ces prix de gros, parce que là, c'est un historique des prix de gros. Uniquement pour chaque point, c'est le prix pour l'année suivante. Or, vous savez qu'il y a une bourse du gaz et une bourse de l'électricité où on peut avoir accès au prix pour l'année suivante, mais aussi pour l'année N+1, N+2, N+3. Et si on regarde ces prix, par exemple en électricité, vous avez l'historique depuis le début de l'année 2021, des cotations, c'est-à-dire du prix de livraison de l'électricité, pour 2022 en bleu, 2023 en rouge, 2024 en doré et 2025. Donc ce qu'on peut voir, c'est que cette crise actuelle, cette explosion des prix, concerne plutôt les échéances proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché s'attend encore à ce que les causes actuelles qui font que les prix du gaz et que les prix de l'électricité explosent, ces causes s'estompent au fil des mois, voire au fil des années. Donc aujourd'hui, on a encore accès à de l'électricité qui est relativement bon marché. Je prends toutes les pincettes que je peux prendre. En tout cas, l'électricité pour 2024 est bien moins chère qu'en 2023. C'est la même chose en gaz naturel, où plus on s'éloigne, plus les analyses du secteur, le marché s'attend à un équilibre offre-demande moins tendu dans les années à venir que maintenant. Alors, je vous propose de revenir, sans même parler de la crise ukrainienne, on pourra en reparler, mais sans même parler de la crise ukrainienne, revenir sur la crise du prix du gaz. Vous l'avez vu dans le slide précédent, le prix du gaz pour 2022 avait explosé bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et effectivement, il y a depuis le deuxième semestre de 2021 une crise majeure du prix du gaz dans le monde et en particulier en Europe. Et ça, c'est dû à un alignement de planètes assez rare. Je vais essayer de vous le présenter dans cette slide-ci. Le premier point, bien entendu, c'est la fin de la crise Covid. Vous l'avez vu en 2020, la crise Covid fait que le monde s'arrête. Donc, la consommation de gaz s'effondre, le prix du gaz s'effondre avec. On a le mégawattheure de gaz naturel s'échange à 12 euros du mégawattheure. Eh bien, en 2021, on a eu le phénomène inverse. Le monde, et en particulier l'Asie, se réveille à la suite de la crise Covid, tirant la consommation de gaz vers le haut. L'offre ne peut pas encore suivre, donc on a des prix du gaz qui augmentent. Ça, c'est un mécanisme assez classique qu'on a connu sur beaucoup d'autres matières premières, dont le gaz naturel. Mais ça explique que depuis le printemps de 2021, le prix du gaz augmente. Une raison aussi, c'est que une partie des producteurs de gaz de schiste américains ont été durement touchés par la crise Covid et par la baisse des prix et ont dû soit mettre la clé sous la porte, soit limiter leur production. Et vous savez qu'un producteur de gaz, c'est pas juste un bouton à tourner. Quand on limite sa production, c'est très difficile d'un point de vue technique de revenir au débit qu'on avait avant. Donc on a une consommation de gaz mondiale qui explose et en même temps une offre qui a du mal à revenir à son niveau d'avant, en particulier les producteurs de gaz de schiste américains. En même temps, on a eu en Europe un hiver 2021 et un printemps 2021 avec très peu de vent. Et qui dit très peu de vent, dit on ne peut pas produire d'électricité à partir d'éoliennes et il faut donc utiliser des centrales à gaz. Donc on a brûlé beaucoup de gaz pour produire de l'électricité en Europe. Mécanisme similaire en Amérique du Sud, en particulier au Brésil, il y a eu des sécheresses et donc très peu d'eau. Donc ils n'ont pas pu produire d'électricité avec leur barrage électrique et ils ont été obligés, là encore, d'utiliser du gaz naturel pour produire de l'électricité. Au-delà de ces raisons météo, il y a aussi beaucoup de problèmes techniques de producteurs de gaz dans le golfe du Mexique.
Aux Pays-Bas, ils ont eu aussi des problèmes techniques. Aux Pays-Bas, c'était bien simple. Ils se sont rendus compte que quand ils foraient leur gaz de Groningen au large des Pays-Bas, ça faisait des secousses sismiques à Amsterdam. Donc les Pays-Bas ont décidé de sortir de leur production de gaz naturel. La Norvège a connu des grosses difficultés techniques et logistiques dans sa production de gaz au printemps de 2021. Donc tout ça, vous voyez que ça fait quand même une marmite qui est prête à exploser, avec une grosse demande de gaz et en face de la production qui a du mal à suivre. Et là-dessus, la cerise sur le gâteau, c'est la crise russe. Alors, sans même parler de la guerre actuelle, on peut dire que depuis le deuxième semestre 2021, on sent que la Russie a utilisé le gaz naturel comme une arme. D'ailleurs, on peut voir maintenant que cette arme était probablement un prélude à la guerre, parce que vous savez que la Russie opère des stocks de gaz naturel en Europe occidentale qui sont normalement toujours pleins à peu près à 80%. Eh bien, depuis le milieu de l'année de 2021, ces stocks étaient quasiment vides, en tout cas vides à moins de 10%. Donc, ça fait depuis une petite année que la Russie a décidé d'assécher l'Europe en gaz naturel. À l'époque, on pensait que c'était juste une guerre des prix. Maintenant, on se rend compte que c'était malheureusement un peu plus large que ça. Donc, quelles sont les conséquences et les perspectives de cette crise actuelle? Les conséquences, on en parle actuellement, vous la vivez, des prix qu'on n'a jamais connus, des usines, des producteurs d'engrais par exemple, qui commencent à réduire leur activité, voire à mettre la clé sous la porte. Des fournisseurs de gaz naturel et d'électricité qui déposent le bilan. Il y en a eu beaucoup en Angleterre, un peu au Brésil, en Italie. Il y en a eu 2 en France depuis le début de l'hiver. Et peut-être que tout ça va mener à des nouvelles règles du jeu, ou de nouvelles réglementations en Europe. C'est renforcé par la crise ukrainienne. On se rend compte que avoir une économie qui dépend du gaz, ça pose quelques problèmes. Il faut se rappeler que le plan Mesmer à l'époque, c'est-à-dire le plan qui avait été lancé pour construire à peu près 60 réacteurs nucléaires en 20 ans, qui avait été lancé dans les années 70, avait été décidé à la suite des chocs pétroliers. Donc c'est souvent dans des périodes de crise et de chocs comme ça qu'on décide de changer une politique énergétique. Donc peut-être qu'on va peut-être re-rentrer dans une nouvelle phase nucléaire. Pour les perspectives, la difficulté, c'est de séparer ce qui est conjoncturel. Donc, on l'a vu, il y a eu de la météo, il y a eu des incidents, il y a eu la fin de la crise Covid. Ça, on se dit que ça va passer et que les prix du gaz et de l'électricité vont rebaisser. C'est d'ailleurs ce que dit le marché. Quand on dit que les prix 2025 sont plus bas que les prix 2023, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait quand même une certaine partie de cette crise qui soit conjoncturelle. En revanche, il y aura probablement une partie qui est structurelle. Notre relation avec la Russie pourrait changer de façon durable. Se passer du gaz naturel, c'est quelque chose qui ne sera a priori pas simple et pas bon marché. On sait aussi que le prix du CO2 devrait structurellement rester haut, donc ça va tirer les prix de l'électricité vers le haut. Et enfin, on a tendance à l'oublier en ce moment, mais bien entendu, on a une transition énergétique à financer et tout ça va coûter de l'argent. Donc, on est probablement rentré dans une phase de l'énergie chère, ou en tout cas de l'énergie plus chère que ce qu'elle était auparavant. Je vous propose de revenir après ce tour d'horizon un peu général sur la crise du gaz naturel et de l'électricité, de revenir sur une problématique que beaucoup d'entreprises ont vécue depuis le début de l'année, qui est l'écrêtement ARENH. Alors, c'est quoi l'écrêtement ARENH? Il faut déjà définir ce que c'est que l'ARENH. L'ARENH, c'est un acronyme pour accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce terme. Quand une entreprise ou un consommateur ou un ménage consomme de l'électricité en France, elle a droit à s'approvisionner sur les marchés de gros, comme on l'a vu, mais à peu près pour les 2 tiers, entre les 2 tiers et les 3 quarts de sa consommation, elle a droit à un prix qui ne dépend pas des marchés de gros, mais qui dépend
du prix de production historique de notre parc nucléaire, qui a un prix de 42 euros du mégawattheure. 42, vous voyez que c'est bien plus compétitif que les prix de marché en ce moment. Et donc, toutes les entreprises ont, la plupart des entreprises ont dans leur contrat de fourniture, sur la partie électrons, à peu près 2/3 qui ne dépend pas des prix de gros de l'électricité, mais qui dépend du prix ARENH. Or, ce mécanisme ARENH, c'est réglementaire, est capé à 100 TWh. Le problème, c'est qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre et que, en particulier pour l'année 2022, les entreprises et les ménages ont demandé 160 TWh pour une offre maximale de 100 TWh. Ça veut dire qu'il manque 60 TWh. Eh bien, ces 60 TWh, on s'est rendu compte qu'il manquait en décembre 2021. Donc, tous les fournisseurs qui utilisaient l'ARENH comme moyen d'approvisionnement ont dû remplacer l'ARENH qui manque, donc ont dû remplacer ces 60 TWh qui manquaient par des achats sur la bourse de l'électricité, par des achats sur les marchés de gros, réalisés en décembre 2021. Or, vous avez sous les yeux, jour par jour, l'évolution des prix de gros de l'électricité pour livraison en 2022, cette évolution des prix de gros de l'électricité au cours du mois de décembre 2021. Donc, c'est au début du mois que la Commission de régulation de l'énergie a annoncé qu'il manquait 60 TWh, qu'il fallait aller, que les fournisseurs allaient devoir les racheter sur les marchés de gros. Et on voit que les prix de l'électricité ont évolué entre 170 et quasiment même plus de 400 euros du mégawattheure. Dit autrement, les fournisseurs ont dû remplacer de l'ARENH manquant à 42 euros, ils ont dû le remplacer par des achats sur les marchés gros entre 170, 200, 250 euros du mégawattheure. Donc ça, la plupart des consommateurs qui étaient concernés par le mécanisme ARENH l'ont découvert dans leur facture d'électricité du mois de janvier, qu'ils ont reçu début février. L'impact sur le contrat, c'est un surcoût qui peut aller jusqu'à 35, alors on a mis en moyenne de 35 à 85 euros du mégawattheure. Ça peut aller au-delà. La petite bonne nouvelle face à cette grosse mauvaise nouvelle, c'est que les pouvoirs publics ont pris le sujet en main et ont mis en place, dans le cadre du bouclier tarifaire, la possibilité de livrer davantage d'ARENH. Vous vous rappelez qu'il manquait 60 TWh. Les pouvoirs publics ont demandé à EDF de livrer 20 TWh supplémentaires à compter du 1er avril. Donc, la décision avait été prise. Là, on se rend compte que le 1er avril, c'est quand même dans pas longtemps. Les textes ne sont pas encore publiés. Il y aurait encore des négociations de dernière minute entre les pouvoirs publics et EDF sur comment ces 20 TWh vont être livrés. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas encore, aucun consommateur ne peut encore négocier la mise en place de ce bouclier tarifaire dans son contrat, tout simplement parce que les textes ne sont pas encore sortis. Donc, face à cette crise, que faire? Nous avons essayé de mettre en lumière plusieurs familles de solutions pour soit mieux acheter son électricité ou en tout cas mieux s'approvisionner. Alors, la première solution, c'est assez classique. On repousse auprès de vous les stratégies qu'on partage avec les consommateurs qu'on accompagne dans leur achat de gaz et d'électricité. C'est une stratégie qu'on appelle AAA. Le premier A, c'est anticiper. C'est-à-dire que la pire des situations, c'est celle où on doit renégocier un contrat qui arrive à échéance dans quelques mois. C'est pour ça que nous, on essaie de conseiller les consommateurs qu'on accompagne chaque année, non pas à renégocier le contrat de l'année prochaine, mais à commencer à réfléchir à renégocier le contrat de dans 2, 3, 4 ans. Ainsi, chaque année, on se pose la question de la renouvellement de ces contrats de gaz naturel et d'électricité, mais en se laissant suffisamment de temps pour ne pas être pieds et poings liés si jamais les prix explosent. Parce que quand on a 2 ans d'avance sur la renégo, si jamais les prix explosent, eh ben, on a le temps de éventuellement laisser les cours du gaz et de l'électricité redescendre. Donc, premier A, anticiper. Deuxième A, arbitrer.
il faut, et c'est pas toujours simple dans les organisations, surtout si elles sont d'une certaine taille, il faut se mettre en situation de pouvoir prendre une décision rapidement. On a souvent vu, nous, dans les entreprises qu'on accompagne, on met en place une stratégie d'achat, tout le monde est d'accord, et au final, au moment de la mettre en œuvre, le décideur n'est pas là, finalement, le décideur n'est pas d'accord, donc il faut la rejouer. Et l'un dans l'autre, on perd 6 mois, voire 1 an, et pendant ce temps-là, les prix ont explosé. Donc il faut avoir la possibilité de se mettre en situation de pouvoir décider rapidement. Et enfin, un petit plaidoyer pro domo pour terminer, évidemment, le troisième A, c'est faites-vous accompagner par un expert, sachant que sur ce sujet, alors il y a plein de façons d'acheter, mais j'en retiens deux. Soit faire une négociation individualisée, où l'intérêt, c'est que chaque entreprise va choisir son fournisseur avec sa propre mise en concurrence, ou bien on peut imaginer aussi des mécanismes d'achat groupé, où plusieurs entreprises vont se mettre ensemble pour avoir un meilleur levier de négociation et pouvoir avoir plus de poids face à leurs fournisseurs. Donc les deux façons sont complémentaires et on peut proposer ces deux méthodes d'achat suivant les choix de chaque entreprise. Donc, premier, le triple A. Deuxième, et ça c'est plutôt pour les grosses entreprises, suivant les fournisseurs, il faut avoir une consommation de plus de 10 à 20 gigawattheures par an, c'est ne plus signer un contrat avec un prix fixe, mais signer un contrat, ce qu'on appelle un contrat clic, c'est-à-dire bénéficier de ce que les analystes marché appellent la valeur temps. Pour un contrat classique, au moment où on signe le contrat, on fixe le prix. Et le prix, il dépend du cours de la bourse du gaz et de l'électricité au moment où on signe le contrat. Sur un contrat clic, on signe le contrat, donc longtemps avant le début de fourniture, et on a toute la période entre la signature du contrat et le début de fourniture pour ce qu'on appelle cliquer, c'est-à-dire demander à son fournisseur de fixer le prix en allant faire des achats sur la bourse du gaz et de l'électricité. Et ça permet éventuellement, alors c'est schématique, mais ça permet éventuellement, si on a suffisamment de valeur temps, si on a 1 an, 2 ans, 3 ans pour fixer le prix, de pouvoir fixer le prix au bon moment ou en tout cas d'éviter de figer son prix au pire des moments. Donc, deuxième solution pour les gros consommateurs, mettre en place une solution d'achat dynamique, ce qu'on appelle les clics. Et enfin, j'aurais peut-être dû la mettre en premier parce que celle-là, c'est peut-être la première chose à faire, évidemment. Si on veut plus être ouvert à la fluctuation des prix de gros de l'électricité, eh bien, une bonne solution, ça peut être de produire sa propre électricité. Aujourd'hui, de nombreux développeurs solaires proposent à des entreprises des solutions d'autoconsommation. Donc, il faut avoir un toit, un parking, du foncier. Mais si vous êtes dans cette situation-là, ça peut être une bonne question à se poser. Vu les prix de l'électricité en ce moment, en produire et en auto-consommer une partie peut être une bonne idée. L'autre idée peut être de mettre en place un contrat qui est de plus en plus à la mode et qui devrait être de plus en plus à la mode dans les années à venir, ce qu'on appelle un PPA, pour un Power Purchase Agreement. Des entreprises commencent à signer ce type de contrat. Ça veut dire quoi un PPA? Ça veut dire que vous avez toujours votre contrat de fourniture d'électricité qui peut durer 1, 2, 3 ans. Généralement, c'est 3 ans. Mais en parallèle de ce contrat de fourniture d'électricité, vous signez avec un producteur un contrat d'achat d'électricité très long terme. Quand je dis très long terme, c'est qu'un PPA, ça dure 15-20 ans. Et cela vous permet d'accéder pour une partie de votre profil, donc usuellement c'est 15-20%, ça permet d'accéder à un prix d'approvisionnement en électricité qui ne dépend pas du marché de l'électricité, mais qui dépend du coût de production du producteur solaire, par exemple, avec qui vous signez ce contrat. Donc, j'évoque ces contrats-là parce qu'aujourd'hui, nous accompagnons des clients dans la mise en place de PPA. Ça reste, vous imaginez bien, une négociation assez lourde. Au moment de signer un contrat à 20 ans, il faut le processus de contractualisation n'est pas très simple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des contrats de ce type en France, il y en a eu moins de 10 qui ont été signés. Mais surtout à la lumière des très gros prix de l'électricité actuelle, nul doute que ça sera
des solutions qui devraient se développer dans les années à venir. J'en ai fini avec cette présentation. J'ai mis un point d'honneur à tenir les 30 minutes. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions, mais s'il vous en reste, je serai ravi d'essayer d'y répondre. Merci Julien. Alors, je serais tenté d'ajouter peut-être un élément concernant donc cette stratégie de limiter vos coûts de l'énergie. C'est celle qui consiste à consommer moins. Nous constatons dans les entreprises que nous accompagnons sur l'énergie que ça, c'est un véritable gisement. C'est un gisement qui peut représenter lorsque nous intervenons et que nous faisons des préconisations et que nous définissons un plan d'action sur les réductions de consommation ou sur l'établissement effectivement d'une stratégie sur les énergies renouvelables, de l'ordre de 10% en moyenne. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur cet aspect-là. Voilà, on est à votre disposition là-dessus, tout comme les autres sujets du développement durable. Merci Jean de corriger mon erreur. J'aurais dû commencer par là. Le mégawattheure le moins cher, Il n'y a aucune erreur. qu'on ne consomme pas. C'est vrai. Il n'y a absolument aucune erreur. Votre positionnement, c'est sur les achats d'énergie, ça se comprend tout à fait. Et c'est pour ça qu'on vous a sollicité. Je vous remercie vraiment de la qualité de votre présentation, des solutions que vous nous avez proposées et de la description que vous avez fait de la situation. Merci encore.